Les découvertes du mois de mars. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Petite vidéo amicale aujourd'hui. Quelles sont les découvertes que j'ai faites durant le mois de mars? Découvertes littéraires, bon, on va pas parler de télévision, de séries, etc. parce que je m'abstiens durant un carême, on regarde beaucoup moins. Mais donc parlons plutôt des livres. Voici un livre, Le potentiel religieux de l'enfant entre 3 et 6 ans, de Sofia Cavalletti, édition Artege. C'est un cadeau qui m'a été offert par Aliénor du blog Chrétien Heureux. Génial. Alors, génial et en même temps, la lecture est un peu douloureuse parfois, dans le sens où, lorsqu'on lit un manuel de pédagogique, de développement personnel ou de pédagogique ou de relations humaines, on se rend compte du nombre de choses que l'on fait mal, ou qu'on fait un petit peu de travers, du nombre de choses qu'on fait, mais bon, finalement, nos efforts sont vains ou alors sont mal orientés et parfois on fait plus de dégâts que de bien. Donc, en fait, je parlais avec Aliénor, donc Aliénor, allez voir son site d'ailleurs, parce que c'est super, Chrétien Heureux, et d'ailleurs, Aliénor a écrit un article que vous avez énormément apprécié sur mon blog, je vous donne le lien juste en dessous de la vidéo. Et alors, donc je lui racontais que à la messe, donc la petite anecdote, notre fils, notre cadet, lorsqu'il enfin on le regardait pendant sur YouTube, c'était encore en période de confinement, lors de la consécration, le prêtre élève l'hostie, et notre fils petit demande qu'est-ce que c'est, on lui répond c'est le corps de Jésus-Christ, et lui tout scandalisé, tout horrifié, enfin pas horrifié c'est pas le mot, mais enfin tout surpris, mais regarde, mais il est tout serré. Voilà, il y avait plein d'empathie pour Jésus qui était tout serré dans l'hostie. Bon, donc je lui ai parlé de cela, et donc Aliénor m'a envoyé ce cadeau, vraiment super. Donc c'est la pédagogie Montessori adaptée aux enfants dans le cadre de la catéchèse. C'est très très bien. J'apprends plein de choses que j'essaie de mettre en application avec nos enfants. Donc essentiellement c'est la parabole du bon berger. C'est ça qui fait c'est un bon, c'est la meilleure porte d'entrée pour cela. Je vous donne une anecdote juste pour montrer à quel point. Enfin, le livre est plein d'exemples et voilà, non seulement plein d'exemples, mais c'est très, très très bien fait. Et alors surtout, donc là, j'ai un exemple d'une maîtresse qui a raconté aux enfants la parabole du fils prodigue. Et les enfants étaient encore trop jeunes pour le comprendre, tel quel. Donc en fait, leur seule réaction a été de poser la question, qu'est-ce qui est arrivé au cochon? Voilà. Ça m'a fait tellement rire, parce que bien souvent avec nos enfants, c'est aussi ce que j'ai eu, c'est tout simplement voilà, des réactions qui... Et donc je me rends compte c'est moi qui avait un mauvais choix dans le contenu que je leur proposais. Une mauvaise façon de présenter, sûrement. Donc c'est bien de l'avoir lu maintenant, au moins pour notre troisième fils, je serai plus... Voilà, je serai bien en piste. Dans notre correspondance, Aliénor m'avait conseillé, excellent conseil, de lire les évangiles aux enfants dans le texte, de lire réellement le texte de l'évangile et pas des abrégés, des résumés qu'on trouve dans les livres des enfants. Et je ne m'en rendais pas compte à ce point-là, à quel point c'est important et à quel point les enfants ont un sens mystique qui est bien à eux. Et bon, enfin, donc, ce livre le décrit très bien, il y a des centaines d'exemples d'enfants. Bref, donc je le recommande à tous les parents. Et bon, sachez-le, la lecture, elle est... Mais c'est bien, hein, la lecture est parfois douloureuse parce qu'on se rend compte de nous à quel point on commet des gaffes, quoi. Donc, vraiment excellent. Et merci Aliénor pour ces livres. Deuxième découverte du mois. Bon, ce n'est pas tant une découverte que... En fait, donc c'est des livres de cuisine. Vous savez, sûrement, autour de vous, il y en a aussi. Il y a des boîtes à livres gratuites où les gens s'échangent les livres. Il y en a dans les rues, dans les parcs. Bon. Donc dès qu'il y en a, moi, je peux pas résister. Je vais tout de suite ouvrir, je regarde ce qu'il y a et puis je pioche et je pose aussi mes livres de temps en temps. Et donc là, tout simplement, il y avait des livres de cuisine. Et alors, je me suis empressée de les prendre. Là, il y en a un, ça doit être un 2018, un agenda de cuisine pour 2018, inutilisé. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui a dû recevoir un cadeau de Noël ou quelque chose comme ça. Et bon, et bref, l'année passée, il l'a pas utilisé. Après, je sais pas si c'est un bon cadeau, dans le sens où c'est pas un livre de cuisine normal, et ce petit côté imposer une recette de cuisine par jour, en datant cela, voilà, ça fait que là on est en 2021, donc c'est comme si le livre était périmé, alors que ça reste des recettes de cuisine, quoi. Bon, enfin bon, moi en tout cas, ça me sert bien. Et un autre petit, la cuisine familiale, cette fois-ci avec des photos, des images. Donc ça, c'est davantage pour montrer aux enfants. Et les enfants, c'est pas qu'ils choisissent leurs recettes, mais enfin, oui, voilà, ils s'intéressent un peu plus à la cuisine et à cette notion de les ingrédients, les recettes et un peu de salé, pas que du sucré. Pourquoi je vous parle de cela? Pour donner un petit témoignage. Si vous êtes de jeunes débutants, vous ne cuisinez pas encore, voilà ce qu'il en est. Lorsque
lorsque nous sommes mariés, avec mon mari, donc je lui ai offert un immense livre de recettes. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà, je vous le montre. C'était le grand livre Marabout de la cuisine facile, 900 recettes. Bon, et alors il a été testé 3 fois, voilà, bon. Et on s'était dit, donc on va cuisiner une recette toutes les semaines ensemble, ça fera une activité de couple. Bon, je pense qu'on a tenu quelques semaines, quoi. Enfin non, c'était catastrophique, quoi. C'est-à-dire que c'est des recettes tellement compliquées, avec des ingrédients. Dans chaque recette, il y a un ingrédient spécial, enfin un truc. On a passé je ne sais combien de temps à courir les épiceries fines de Biarritz et de Bayonne pour essayer de trouver le fameux ingrédient. Enfin, ça devenait ridicule, ça venait faire 2, 3 petits magasins les week-ends, au lieu de profiter ensemble, de faire d'autres activités en plein air, pour trouver un ingrédient, quoi. Et bon, et donc on a abandonné. Et je ne me rendais pas compte à l'époque qu'il y avait des niveaux de cuisine. Je pensais que voilà, bon, on a une recette, on la suit et on le fait. Euh, donc ça n'a pas aidé, hein. Voilà, ça n'a pas aidé. Euh, et en fait, oui, donc non seulement, oui, il y a des niveaux de cuisine, c'est-à-dire que vous le savez tous, quand il y a des recettes, il y a marqué parfois facile, niveau moyen, niveau expert, très bien. Mais au-delà même de cela, il y a enfin, des livres de cuisine extrêmement difficiles. Et ça en est un. Donc voilà, d'où en fait mon... donc depuis, les années ont passé et je regardais pas les... Enfin voilà, ça m'intéressait pas la cuisine, pour différentes raisons d'ailleurs. Et là, depuis que j'ai commencé à cuisiner, et que je me plonge dans des livres de cuisine, de recettes, chez les uns et chez les autres, il y en a bien souvent dans les cuisines de nos amis, et je le feuillette, je me rends compte qu'il y a réellement des niveaux de livres de cuisine différents. Et donc voilà, donc les deux là que j'ai, ils sont simples, vraiment archi simples, et avec des ingrédients simples. On n'a pas à courir les boutiques d'épicerie de luxe, d'épicerie fine, pour les trouver. Donc, très bonne idée. Petite anecdote, hein, je vous le partage là. Alors, noix de muscade, enfin donc voilà, noix de muscade, de le petit pot que j'ai dans ma main est périmé depuis 1995. Non, ce n'est pas une plaisanterie. C'est pour vous dire à quel point nous ne cuisinions pas. C'est-à-dire que ce petit pot a dû servir à la belle-sœur de mon mari. Elle a dû faire ses études avec. Et puis ensuite, donc c'est mon mari qui l'a hérité. Et ça l'a suivi dans tous ses déménagements. Et donc voilà, je l'ai retrouvé l'année dernière dans notre placard avec les différentes épices. Donc, ma sœur n'était pas née, c'était déjà périmé. Ah, moi, je l'ai utilisé, très bien. D'ailleurs, c'est très bon. Elle fait une petite purée de carottes avec juste de la noix de muscade et du beurre de noix de muscade dessus. J'avais raconté ça à ma cousine. D'ailleurs, voilà, c'est pour ça que maintenant, je n'utilise plus ce pot. Pourquoi? Parce que j'ai raconté l'anecdote à ma cousine et elle m'a dit, non mais, Anna, la prochaine fois qu'on vient chez toi, je veux manger cette purée de carottes ou quoi que tu fasses avec justement la muscade périmée depuis 1995. Je lui ai promis. C'est pourquoi je ne l'utilise pas. Maintenant, à ce niveau-là, c'est du collector. Alors, maintenant qu'on se le dise, non, c'est pas du poison, non. Les épices, l'été, ont été retrouvées dans les tombeaux des pharaons. Oui, ça perd de sa saveur, c'est certain, mais ça reste que c'est encore consommable. Voilà, mais je souhaitais partager avec vous cela, parce que, juste pour vous montrer l'étendue des dégâts, à quel point nous ne cuisinions pas. Et maintenant, j'ai déjà fini plusieurs de ces petits pots. D'ailleurs, je cherche où on peut acheter de la noix de muscade en plus grande quantité. Bon, c'est pas que ce genre de petits pots soit cher, c'est 1 euro, je sais pas bon, 1,29 €, 1,89 €. Bon, en tout cas, ça dépasse pas les 2 €. C'est pas la question. Mais mis de bout en bout, finalement, je me demande, est-ce qu'on peut pas acheter, est-ce que vous avez un site internet ou même des endroits tout simplement en réel, des chaînes de magasins qui proposent de la noix de muscade moulue en paquet de, voilà, ouais, 500 grammes, quelque chose comme ça. Merci pour vos commentaires. Et pour finir, voici un livre de fiction, une très bonne lecture que je vous recommande. D'ailleurs, c'est une d'entre vous, une lectrice que j'aime énormément, qui m'a écrit. Elle m'a déjà écrit à ce sujet il y a quelque temps, et elle m'a réécrit « Anna, je me permets d'insister, ce livre est vraiment génial !» Alors le jour même, j'ai regardé, et il était à la bibliothèque, donc mon mari me l'a ramené le lendemain. Génial, c'est le livre L'éveil de Mademoiselle Prime. C'est un roman écrit par, elle est espagnole il me semble, Natalia San Martin Fenolera. Je le prononce mal, c'est certain. Ou italienne, je sais, vraiment, peu importe. L'éveil de Mademoiselle Prime. C'est un premier roman qui date là dans les années 2000, il me semble. Médiathèque de... oui, chez Grasset, publié chez Grasset, et qui a été tout de suite un phénomène. Et je l'ai dévoré, vraiment génial. J'ai énormément apprécié, donc merci vraiment pour cette suggestion. Beaucoup de choses bien là-dedans. Je vais vous citer quelques passages justement, mais sans aucun spoiler, voilà, sans vous gâcher le plaisir de la lecture. Il y a quelques paroles de sagesse dedans, comme l'intelligence croît dans le silence et non dans le bruit.
je ne sais pourquoi, enfin peut-être maintenant particulièrement dans ma vie, ça me parle tout cela depuis 1 ou 2 ans, où j'accorde beaucoup plus de place au silence dans ma vie. Je ne ressens pas le besoin, je me prive de ne pas avoir tout le temps la radio, la musique ou voilà, d'occuper intellectuellement, d'écouter tout le temps des podcasts ou de non, juste être en silence. Et c'est vrai, l'intelligence croît dans le silence et non dans le bruit. Ensuite, donc dans ce livre, il y a également une femme âgée qui souhaite constamment envoyer les jeunes filles en Italie pour parfaire leur éducation. Et donc, Mademoiselle Prime n'avait rien contre l'Italie, un pays merveilleux sous tout rapport. Mais pourquoi cette idée fixe? Selon elle, il y avait quelque chose de presque impoli dans le projet d'envoyer continuellement les gens à travers l'Europe. Et cette personne âgée, qui souhaite envoyer justement les personnes en Italie, dit « Je considère que l'éducation d'une femme n'est pas achevée tant qu'elle n'a pas séjourné quelque temps en Italie. » Il y a une certaine rusticité dans l'esprit des femmes qui n'ont pas vécu cette expérience. C'est quelque chose de vital pour la formation intellectuelle féminine. Ce à quoi Mademoiselle Prime la rabroue et les hommes bon. Et la femme répond « Laissons les hommes s'occuper d'eux-mêmes. On a déjà suffisamment à faire en tant que femme. » Très sage. Enfin, je voudrais encore vous parler d'un passage. Dans une des vidéos, je vous ai parlé de la nécessité pour les femmes d'admirer leur mari, leur époux, leur fiancé. Bon. Et là, évidemment, enfin, c'est pas évidemment, mais certaines personnes ont mal réagi à cela, ont contesté cela. Bon. Et là, il me semble que je pense que je manque aussi parfois d'intelligence pour vous exprimer les choses. Le fond de ma pensée reste le même. Mais là, cette femme qui va parler exprime cette réalité différemment. Donc, je vais vous le citer tout simplement parce que ce sera un éclairage nouveau sur ce point-là. Un éclairage que moi, je n'ai pas vu. Pourtant, l'idée est la même, mais au moins, vous aurez une autre façon de voir cela. Donc, l'obligation pour les couples pour la femme d'admirer l'homme. Ce à quoi donc la jeune la jeune femme du monde répond non, mais ça doit être mutuel. L'admiration doit être mutuelle. La personne répond, donc la femme, la personne âgée, répond non justement, parce que si on n'admire que ce qui est différent de nous, si quelque chose est comme nous, on ne l'admire pas. On ne peut admirer que la différence. Donc d'où l'impératif pour les couples d'être différents. C'est ainsi qu'on a la complémentarité. On n'admire que ce qui est différent de nous. Eh bien, ceci n'est pas de la sagesse, mais de la logique élémentaire. Si deux personnes s'admirent mutuellement, cela signifie qu'elles ne sont pas égales. Parce que si elles l'étaient, elles ne s'admireraient pas. Elles sont différentes, puisque chacune admire chez l'autre ce qu'elle ne trouve pas en elle-même. C'est la différence, non l'égalité, qui alimente l'admiration entre deux personnes. D'où il résulte que l'égalité n'a rien à voir avec un bon mariage, alors que la différence, elle, a beaucoup à y voir. Dire le contraire est pure charlatanerie, très fréquente par les temps qui courent et typique des personnes à qui on n'a pas appris à raisonner. Dans ce livre, il y a également la très belle idée que c'est la routine qui forge le couple. Un bon mariage, c'est un mariage routinier, qui s'est créé énormément de routines. Et je ne la développe pas ici, mais en tout cas cette idée me plaît beaucoup et est très bien argumentée dans le livre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner encore vos suggestions de lecture, de films, de séries, vos recommandations de conférences. C'est toujours une immense joie pour moi de lire et de découvrir cela. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la newsletter du jeudi pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.